Bonjour les amis, Québécois aux Philippines, Yves. Ben oui, je fais une deuxième partie pour annoncer. Suite à la première partie lancée le 16 juillet, et ayant fait des recherches dues à mon questionnement, j'ai revisionné la vidéo aussi, et j'ai décidé d'en faire un autre. Parce que la première pourrait être perçue ou vue comme étant trop négative. Donc, j'ai décidé d'en faire une deuxième, puis d'approfondir le sujet. Parce que en même temps que j'ai réécouté la vidéo, j'ai fait une rétrospective de où est-ce que je suis rendu, moi, dans ma relation. Puis, je me suis dit que peut-être ça va être mal perçu. Comme quoi que je suis sur le bord de me séparer ou des choses comme ça. Puis effectivement, j'ai eu des commentaires sur ma première vidéo. On est présentement le 17. Donc, il y a eu déjà des commentaires comme quoi que quand est-ce que tu reviens, des choses comme ça. Donc, j'ai décidé de faire cette deuxième vidéo en faisant des recherches. La première, je l'ai faite au feeling, par instinct. Je l'ai écrit avec ce que je ressentais. Puis au lieu de faire des recherches avant, je l'ai lancé sur un coup de tête. Donc, dans mes recherches, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de relations qui ne passent pas 3 ans. Il y a plusieurs blogueurs qui se sont séparés de leur Filipina, étant rendus à ce 3 ans-là, et certains avant. Dans les 3 premières années, on va passer par plusieurs étapes. Et peut-être même avant 3 ans. Dans la 3e année, selon les experts, mais parfois avant, plusieurs personnes commencent à voir les moins beaux côtés de la vraie personnalité de l'autre. Les manies, les habitudes, etc. On entre alors dans une phase que moi j'ai appelée, mais que les professionnels l'appellent autrement. Moi, je l'ai appelée la phase de l'habitude. La phase de l'habitude de l'autre. Ça déplaît. On est comme devenu accro à la nouveauté. Et m'ayant remémoré mes anciennes relations, c'est effectivement vrai. On est accro à la nouveauté. Tout ce qui nous rend... on est en amour, là, puis tout est beau, tout est le fun, tout est nouveau. On en veut toujours plus, on veut toujours être avec l'autre. Donc, on devient accro à la nouveauté. Ce qui nous allume. Et donc, quand ça nous déplaît, certains vont voir ailleurs. Parce qu'ils sont à la recherche de ce pic de dopamine qui caractérise la première étape. Ça, c'est comme un accro à drogue. T'en prends la première fois. Pour beaucoup de gens, c'est tout le temps le fun. C'est tout le temps euphorique, c'est tout le temps « wow ». Mais t'en reprends, pas tout à fait la même chose. Tu vas en reprendre. Pas toute la même chose. On va en prendre plus. Oh! Le pic revient.
La fois suivante, tu en prends plus. Jusqu'à temps que tu t'entraînes de plus en plus, que tu changes de drogue forte, etc., etc., etc. C'est la même chose en amour. On est accro à ce qui est le fun. On est accro à ce qui nous rend heureux. Et ce qui nous met devant la réalité nous déplaît. Parce que, j'en ai déjà parlé dans le passé, l'être humain est de par nature paresseux et peureux. Paresseux, si on voit toutes les inventions qui ont été faites par l'homme pour nous rendre la vie plus facile. Puis peureux dans le sens que on a peur d'affronter la réalité. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. On a peur de nos propres sentiments. On a peur de pleurer. On a peur de ressentir la douleur émotionnelle. Donc, on va voir des psychologues pour essayer de s'en sortir. Mais eux autres, ils nous font broyer. Ils nous disent que ça fait partie du processus. On accepte ou on n'accepte pas. Donc, étant devenu accro à cette nouveauté, parfois certains vont voir ailleurs. Puis, bien entendu, ça met la relation en danger. Parce que quand vous êtes pris, souvent, ça éclate, ça pète, c'est fini. On est obligé de changer de partenaire. Ou parfois, on n'est pas pris en flagrant délit, mais on rencontre quelqu'un d'autre qui nous donne ce fameux pic de dopamine, de nouveauté, puis on décide de quitter l'autre pour aller avec le nouveau qui nous rend heureux. Mais c'est toujours une roue qui tourne. Mais il n'y a aucune évolution là-dedans. On croit à tort que l'amour est mort parce qu'il n'y a plus cette étincelle, il n'y a plus ce pic de dopamine, cette nouveauté, ces sentiments qui nous rendent heureux. Mais la vérité est que après la phase de nouveauté, vient celle des véritables amours. Il y a plusieurs phases à passer, selon les experts. Il y en aurait 3 à passer pour enfin découvrir le véritable amour. Pas celui qui nous rend euphorique et qu'on veut tout le temps être avec l'autre. Ça, c'est la première étape. Il y a la deuxième étape à passer. Il y a la troisième étape. Donc, c'est qu'après cette phase de nouveauté, le véritable amour va finir par se développer durant plusieurs années. Si on réussit à passer l'étape 3. Ce que j'ai trouvé stupide. Ce que j'ai trouvé, c'est dans une relation amoureuse, il y a 5 étapes qui se nomment comme suit selon les experts. 1, c'est la lune de miel. Tout le monde connaît cette expression-là. L'euphorie des débuts. C'est la phase fusionnelle. Les partenaires sont submergés par les ocytocines et la dopamine, créant un effet d'émerveillement, et d'idéalisation. L'autre est parfait, il n'y a aucun défaut, tout est beau, et on veut toujours être ensemble. Ça, c'est l'étape 1. Selon certains experts, cette étape-là dure entre 6 mois et 1 an. Ensuite, il y a l'étape numéro 2, la désillusion, le retour à la réalité. Donc, après ce 6 mois de lune de miel, 6 mois à 1 an, le quotidien reprend ses droits. Il reprend son cours. Les petites manies agacent. On perçoit l'autre tel qu'il est.
On voit ses forces, on voit ses failles nous énervent. Pour moi, ça s'est passé au début de la 3e année, cette phase-là. Avant, je le voyais plus ou moins parce qu'il y avait encore de la nouveauté, il y avait encore de la fusion. Étape numéro 3. La lutte du pouvoir. C'est une étape de confrontation où les différences créent des tensions, des conflits. Chacun tente d'imposer ses besoins. Chacun tente d'imposer ses besoins, ses habitudes, sa vision des choses. C'est souvent la crise existentielle du couple, où l'on cherche à se différencier. Beaucoup de couples se séparent durant cette étape-là, parce qu'ils ne réussissent pas à communiquer. Beaucoup gardent tout pour eux autres. Dans leur tête, ils essayent de trouver des solutions, mais la solution se trouve dans la discussion, dans la communication. Et en espérant que chacun des partenaires est ouvert à cette communication, est ouvert à écouter ce que l'autre a à dire. Mon second mariage, c'est fini à cause de ça. Il n'y avait plus de communication. Malgré qu'on est allé voir un psychologue de couple qui nous a donné des outils pour communiquer, ma femme ne voulait pas les utiliser. Il y avait seulement qu'elle qui avait raison. Même si elle ne jurait que par les diplômes, parce que moi, j'en avais pas, et même si le psychologue en avait, puis qui disait que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que vous allez vous en sortir, elle n'a rien voulu savoir. C'était sa façon de voir les choses, puis le couple, à la longue, a éclaté. Je suis resté en espérant, parce que j'étais un gars positif. J'étais un gars bien positif. Je suis resté en espérant qu'elle finisse par entendre raison. Puis aussi parce qu'on avait un enfant, on avait commencé à construire quelque chose que je ne voulais pas détruire. Mais à force d'être ignoré, puis d'être insulté, descendu, etc., j'ai fini par rester quand même, mais j'étais complètement fermé à ce qu'elle pouvait dire. Puis je l'ai laissé faire tout ce qu'elle a voulu jusqu'à temps que ça éclate. Je voulais pas être le méchant, donc j'ai pas voulu dire c'est fini, on se sépare. Puis ça a fini. C'est elle qui a pris la décision, en quelque sorte. Elle a dit je m'en retourne à Montréal, tu me suis ou on se sépare. J'ai dit je te suis pas. Elle a dit on se sépare. Je te suis pas, on se sépare. Je te suis pas. Je retourne pas à Montréal. C'est comme ça que ça s'est fini. Mon fils avait 9 ans, 8 ans, 9 ans. 9 ans, je crois. Donc, à cette étape-là, la lutte de pouvoir, beaucoup de couples se séparent si la communication n'est pas rétablie. Communication rétablie, c'est écouter l'autre. Écouter ses besoins, écouter son ressenti et respecter l'un et l'autre les besoins de chacun de l'autre, de chacun d'eux. Ce qui n'était pas arrivé à mon second mariage. Mais c'est en train de se produire dans ma relation actuelle.
Hier, j'ai parlé à ma blonde. J'y ai parlé de ces fameuses étapes-là. Et je lui ai dit, si tu passes pas l'étape 3, moi, je suis rendu au début de la 4. Là. Je suis rendu à l'acceptation. La passion aveuglante laisse place à un amour plus profond et réaliste. Le couple accepte les différences de l'autre et apprend à négocier plutôt qu'à imposer. On ne se bat plus pour avoir raison. On se bat pour rester ensemble. On se bat pour comprendre l'autre. Les compromis deviennent la norme pour assurer un équilibre. Moi, je suis rendu là. Voyez. Alors, je lui ai dit hier, j'ai dit, si tu passes pas l'étape 3, si tu me rejoins pas dans l'étape 4, si tu ne comprends pas mes besoins, tu veux les ignorer, tu veux continuer à les ignorer, on va se séparer. Je suis rendu là. Je n'ai pas encore décidé de la séparation. Mais si tu ne fais pas l'effort de me comprendre, je comprends tes besoins, mais tes besoins prennent toute la place. Il n'y a plus de place pour nous. Le nous n'existe plus en ce moment. Si tu continues dans cette voie-là, on va se séparer. Ma décision va se prendre. Ma patience a ses limites. J'ai été assez patient, j'ai fait des recherches. J'ai décidé de passer à l'étape 4. Parce que je veux que ça se règle. Je veux pas te laisser. Je veux pas te laisser, je t'aime. Mais je veux que toi, tu me suis dans l'étape 4. Pour qu'on reste ensemble. Donc, la balle est dans ton camp. Tu continues à t'obstiner, à vouloir avoir toujours raison, et à faire que tes choses. On va se séparer. Je veux qu'on fasse des choses ensemble. Seul. Sans amis. Sans membres de famille. Toi et moi, seul, un couple. On n'a pas d'enfants. Donc, il n'est pas supposé d'avoir quelqu'un entre nous. Et en ce moment, c'est le cas. Donc, je veux que tu passes à l'étape 4 avec moi. L'étape 5. L'engagement et l'interdépendance. C'est l'étape 5. C'est l'aboutissement de l'histoire. C'est l'aboutissement de l'histoire d'amour. Le couple construit une véritable équipe qui vont travailler ensemble, envers et contre tout, pour rester ensemble. Rien ne va pouvoir les séparer. Donc, on pourrait être rendu là dans pas si longtemps. Moi et ma blonde, si elle passe à l'étape 4. On négocie et on trouve un moyen de pouvoir faire des choses ensemble. Sans témoin. Sans tout le temps avoir du monde qui nous dérange, qui nous coupe la parole, qui nous empêche tout simplement de faire un câlin. On peut même pas se faire un câlin sans que quelqu'un nous dérange. C'est fou, hein? C'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Ce que j'ai constaté, j'en ai probablement parlé, c'est que je suis avec elle, on est tout seul ici en train de vendre du poisson. Je lui parle, il y a quelqu'un qui apparaît, paf, qui commence à parler et qui me coupe la parole. C'est toujours comme ça. On ne peut jamais avoir la paix. On ne peut jamais être seul. Il y a toujours quelqu'un qui vient parler,
déranger. Puis des fois, c'est juste pour dire des niaiseries. Juste pour parler. Parler pour parler. Ils sont pas capables de s'arrêter le manche-patate. Ils sont pas capables de se la fermer. Il faut tout le temps qu'ils parlent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. S'ils ne parlent pas, s'ils n'ont pas quelqu'un à parler, ils chantent. Ils chantent. Sur la rue. Hey, les mouches. Ils s'arrêtent jamais. Donc, on ne peut jamais discuter ensemble parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient s'interposer. Donc, c'est ça que je vais essayer de construire avec elle. Des moments où on va sacrer notre camp d'ici. Hey, seul, en quelque part. Avoir la paix. Pour pouvoir connecter. Pour pouvoir connecter ensemble. Garder la connexion forte. Donc, l'engagement et l'interdépendance, c'est l'aboutissement de l'histoire d'amour. L'amour devient inconditionnel et empreint de confiance. Chacun préserve son individualité. Parce que grâce à l'étape 4, aux négociations et au terrain d'entente qu'on a trouvé, dans l'étape 5, on est capable de conserver son individualité, mais tout en sachant qu'il peut compter sur l'autre en cas de besoin. C'est l'engagement à long terme. Alors, vous voyez que la première vidéo n'était pas si négative. Ce n'était qu'une mise au point de ce que vous pouvez retrouver ici. Puis je suis sûr que dans votre pays, certaines des choses de la première vidéo, vous les avez vues aussi. Parce que, dans le fond, vous allez retrouver toutes ces étapes-là dans n'importe quelle relation amoureuse dans le monde entier. C'est des 5 étapes que tout le monde va traverser, de façon différente, tout dépendant des mœurs, dépendant des mentalités de chaque pays. Mais chaque couple va les traverser. Et ça partout à travers le monde. Puis sûrement que vous avez vu certaines femmes dans votre pays aussi qui étaient comme ça, qui parlaient tout le temps, qui dérangeaient ou qui étaient accros à quelque chose, qui mettait en danger votre relation, qui a mis en danger votre relation ou qui a vous a fait décider d'arrêter. À une des choses dont j'ai parlé dans la première vidéo. Mais ici, la différence, c'est que vous allez trouver des femmes traditionnelles. Elles ne sont pas toutes comme ça. Avant, il y a 10-15 ans, vous trouviez probablement que ça, des femmes traditionnelles ici. Mais à cause de l'influence extérieure, télé, Internet, les technologies, les influences extérieures. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui deviennent comme certaines jeunes femmes dans nos pays respectifs. Toujours accros à leur phone, à leur téléphone, etc., etc., qui pensent qu'ils sont des princesses, qui n'ont pas besoin de travailler, qui cherchent un sugar daddy. Il y en a. Il y en a. Il y a quelques jours, une des amies à ma blonde l'a carrément dit. Ben, c'est pas une amie, c'est une connaissance. Une fille qui a 16 ans. Puis qui a dit à ma blonde, hey, ton mari, pas mal séduisant. C'est ça que je me cherche. Un foreigner plus âgé pour avoir un sugar daddy. La prochaine génération, là, ça va être ça. Il y en a déjà des comme ça. Il y en a déjà.
quand vous allez, à partir de 16 ans, 15-16 ans, là, ils commencent à penser à ça, de cette façon-là. Puis plus loin, là, 18 à 25 ans, il y a déjà des Philippinos qui pensent comme ça. Ils vont vous dire « je t'aime », ce sera peut-être pas toujours vrai. Vous allez voir la vérité. Si vous êtes du genre à vouloir une petite fille de 18 ans, malgré que vous avez 60 ans et plus, vous allez le voir rendu à la 3e étape. La fameuse étape de confrontation. C'est là où vous allez voir si elle est vraiment intéressée à passer à l'étape suivante. Puis si elle n'est pas intéressée à passer à l'étape suivante, perdez pas votre temps. Mais je crois sincèrement que les Philippines en valent la peine. Parce que vous trouverez ici beaucoup plus de femmes traditionnelles que dans vos pays de l'Ouest. Beaucoup. Des woke ici, vous n'en verrez pas. Des femmes, des féministes castreuses d'hommes, il n'y en aura pas ici. Il n'y en a pas. Parce qu'ils sont tout simplement ignorés. Les gars restent pas avec. Les Philippinos, ils restent pas avec ces genres de femmes-là. Ils veulent une femme traditionnelle. Puis nous autres, c'est ça qu'on cherche en venant ici. Fait que si vous rencontrez une femme qui vous fait penser à deux femmes de l'Ouest, bien, c'en est une qui a été brainwashée par les médias, par la technologie, Internet, TikTok, etc. Elle a été brainwashée. Restez pas avec. Même si elle est belle, sexy, etc. Restez pas avec. Il y en a d'autres. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Il y en a des femmes traditionnelles ici qui vont vouloir construire. Donc, les Philippines en valent la peine. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette mise au point de cette deuxième vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez mes vidéos, partagez-les avec vos amis, laissez-moi des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci les amis et à la prochaine.